Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Hello Mélusine. Hello, coucou. Bienvenue dans le podcast. Eh ben merci. Ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Surtout que j'ai découvert ton compte grâce à une auditrice. Ça, c'est toujours chouette quand les auditeurs nous font découvrir des profils de voyageurs vraiment intéressants. Et du coup, je suis ravie de pouvoir parler de ton parcours aujourd'hui avec toi. Eh ben avec joie, ça me touche aussi qu'une auditrice ait pensé à moi. Mais je te propose de commencer par te présenter, nous donner ton prénom, ton âge, où est-ce que tu habites et nous dire en 2-3 mots ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Mélusine Malender, j'ai 43 ans, j'habite à Marseille et je fais des documentaires et j'organise et je fais des expéditions scientifiques maintenant. Et je suis un peu chercheuse. C'est génial, plein de casquettes. Oui, plein. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, toi, de l'origine de ta passion pour le voyage. D'où est-ce que ça t'est venu? Est-ce que c'était dans l'enfance ou est-ce que c'est arrivé sur le tard? Comment ça s'est fait tout ça avec le voyage? Moi, j'ai toujours voulu voyager. C'est vraiment quelque chose de très très ancré chez moi depuis que je me rappelle de mon enfance. Je voulais devenir hôtesse de l'air. Ah ouais. Je voulais prendre l'avion. Je suis issue d'une double culture. Mon père est anglais. Et on a toujours eu ces échanges, en fait, de gens qui pensent différemment, qui mangent différemment. Et j'ai toujours été très curieuse de savoir ce qu'il y avait après. Pas que en Angleterre ou pas que dans la famille de mon père. Et j'ai toujours voulu voyager. Ça, c'était très très fort. Après, j'ai décidé quand j'ai eu 18 ans, 19 ans, je suis partie faire des voyages humanitaires en Afrique. Et après, c'est un virus, hein. On commence et ça s'arrête jamais. Ah non, on peut plus s'arrêter une fois qu'on s'est lancé. Ça, c'est sûr. C'est très très addictif. Et puis Ouais. mélangé à ça, je peux dire que je suis vraiment une motarde. Et que la moto, j'ai toujours voulu voyager aussi. J'ai pas toujours voulu voyager, mais j'ai toujours voulu avoir une moto et conduire une moto. Et c'est vraiment quelque chose aussi, je pense, presque un trait de caractère. Je suis motarde. Et naturellement, à un moment donné, les deux se sont conjugués, la moto et le voyage. Et je suis partie avec ma moto, direction le plus loin possible. Et d'ailleurs, quand tu pars en voyage, toi, quel type de voyageuse tu es? Est-ce que tu es avec juste le sac à dos? Tu dors en auberge? Comment tu voyages? J'ai commencé à sac à dos, comme un Ouais. backpacker classique, avec un guide du routard à l'époque. Hein. Oh là là, ça me rajeunit pas. Euh, En fait, j'ai commencé avec l'humanitaire qui m'a permis d'être dans une sorte d'ancrage dans un pays et de me poser, de faire quelque chose et puis de voir un peu comment ça se passait et ensuite prendre mon sac à dos et voyager ensuite. Et puis après, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie toute seule avec mon sac à dos. Et après, j'ai pris la moto et là, c'était avec une tente, un réchaud et vraiment Waouh. tout ce qu'il fallait tout ce qu'il fallait. Même pas. La première fois que je suis partie vraiment avec presque le minimum syndical pour partir et réparer une moto. Et puis maintenant, je voyage, j'ai un peu plus d'outils pour la moto, je suis un peu mieux préparée. Mais je suis toujours en tente, beaucoup en tente. Après, en ville, on peut pas être en tente, après on rencontre des gens. Mais j'aime bien avoir cette flexibilité de voyager comme j'en ai envie, de m'arrêter comme j'en ai envie. Ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. Oui, j'allais te demander justement si finalement t'organisais, tu planifiais vraiment jour par jour ou c'est vraiment genre t'as l'itinéraire et puis après tu t'improvises en fonction.
comment dire, j'ai fait à peu près 5 expéditions à moto sur un espace de 7 ans. Donc j'ai changé quand même un petit peu au fur et à mesure de technique. Donc au départ, j'avais pas forcément d'itinéraire prévu. Et puis au fur et à mesure, parce que j'ai fait des documentaires vidéo, j'ai commencé à mieux réfléchir à ce que je voulais faire, ou où est-ce que je voulais aller, ou qu'est-ce que je voulais montrer. Et donc j'ai créé une forme de squelette. Donc j'allais dans un pays et je me disais, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir? Mais après, c'était tout. C'était un espèce de fil conducteur qui me permettait d'avoir, je rentre par là, je sors par là, et puis je vais peut-être aller voir ça et ça et ça. Mais au milieu de tout, je savais pas ce que ça allait me donner comme voyage, parce que je me suis beaucoup laissée guider par les gens que je rencontrais, et puis les endroits où des fois je me disais, ah, ça va être super bien, ça va être chouette, mais en fait c'était pas si chouette que ça, et c'était pas grave, je restais pas. Et d'autres endroits où en fait il y avait finalement peut-être pas grand chose, mais des gens vraiment hyper intéressants, où je me sentais bien, j'y restais plus longtemps. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, d'où ça te vient, toi, cette passion pour la moto? Comment t'as découvert ça? Mes parents sont motards, donc Ah oui, ça aide. ça aide. Après, on est 3 enfants et je suis la seule à être motarde, donc Ah, ça fait pas tout non plus. Mais c'est vrai que voilà, ça aide de voir des motos à la maison, ça aide de voir sa mère motarde. Et pour moi, en fait, même dans ma vie quotidienne, conduire à moto, c'est une forme de liberté. J'aime beaucoup la sensation que ça me procure de pouvoir aller où je veux, de m'arrêter comme je veux, de sentir l'espace autour de moi. Et puis, le fait d'avoir voyagé à moto, je crois que c'est quelque chose d'encore plus extraordinaire maintenant. C'est-à-dire que j'ai fait ce voyage, le premier voyage, vraiment où je suis partie hors de France. Je suis partie du périphérique et je suis arrivée jusqu'à Vladivostok 3 mois et demi plus tard. Et le fait de l'avoir fait, en fait, c'est que ça me reste. Maintenant, je prends ma moto, je mets la clé et je peux me dire, si j'en ai envie, en fait, je peux aller vraiment où je veux. Alors, je vais peut-être aller à Super U, hein, mais, mais c'est pas grave, je sais que je peux le faire. Et c'est ça qui est hyper grisant. et mais dans notre échange aujourd'hui, on va pas focaliser sur un parcours, un voyage que tu as fait, mais on va vraiment en parler dans la globalité. Peut-être que tu pourrais nous donner là, tes itinéraires à moto donc, que tu as fait finalement là, ces dernières années. Le premier vraiment grand voyage, c'était vraiment Paris, Vladivostok, en passant par la Mongolie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Ensuite, je suis repartie une seconde fois en allant jusqu'au Tadjikistan et Kyrgyzstan, en passant vraiment du temps en Iran et en revenant en France. Donc ça, c'est toujours sur une boucle de 4 mois. Le troisième trajet, j'ai envoyé la moto en Éthiopie et je suis passée par le Somaliland, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, donc une boucle autour des grands lacs de l'Afrique de l'Est. Et après, j'ai envoyé ma moto à Jakarta, en Indonésie, et je suis revenue en France sur 9 mois, en passant par la Malaisie, la Thaïlande, le Myanmar, le Bangladesh, un petit peu d'Inde, mais surtout le Népal, le Pakistan, l'Iran, et puis je suis revenue en France. Et le dernier voyage, c'était Santiago du Chili, en remontant jusqu'à Los Angeles, donc cette panaméricaine, en s'arrêtant plus précisément en Bolivie, en Colombie, au Guatemala et au Mexique, sur une période de 9 mois aussi à peu près. Donc c'est des beaux voyages. Et tu décides comment ces itinéraires-là, toi? L'idée était vraiment d'aller dans des pays qu'on connaissait peu ou mal, en tout cas d'un point de vue franco-français, et de se dire c'est possible d'y aller. En fait, c'est vraiment le deuxième voyage où quand je suis allée en Iran, ça m'a sauté aux yeux parce que avant de partir, on m'avait dit il faut pas aller là, c'est dangereux, c'est surtout pour une femme seule, Ouais, ouais, ouais. n'y va pas. Et sur place, de se rendre compte que la réalité est beaucoup plus. En fait, c'est pas blanc ou noir la vie. Il y a une réalité beaucoup plus complexe. Et après, je me suis vraiment dit, je vais aller dans ces destinations-là, pour voir comment ça se passe, pour voir comment c'est, parce que voilà, il n'y a pas de raison que ce qui s'est passé en Iran se passe pas ailleurs. Et du coup, j'ai fait un choix de destination en me disant, voilà, justement, c'est des destinations pas touristiques. Donc, la Birmanie, le Rwanda, l'Éthiopie, ou avec une histoire un peu chargée, comme la Colombie, ou le Mexique, où on peut avoir un a priori un peu négatif. Et c'est un peu comme ça que j'ai construit mes voyages. Ce qui m'intéressait, donc, c'était de poser cette question de qu'est-ce que veut dire la liberté là-bas, dans ces endroits-là, et surtout auprès des femmes. Parce que c'était quelque chose qu'on me disait aussi avant, en disant mais là-bas, il n'y a pas de liberté, comment tu peux aller là, tu cautionnes un régime, les femmes, elles ne sont pas libres. Et il est vrai que les gouvernements sont très coercitifs et liberticides, mais ça voulait pas forcément dire que les gens sur place n'avaient pas un avis ou un ressenti sur la liberté. Et donc, il n'y avait pas de raison de ne pas leur poser la question quand même.
qu'est-ce que ça voulait dire la liberté pour ces C'est ça, personnes. il peut peut-être ouais, peut-être la trouver ailleurs, aussi à un autre endroit auquel nous, on pense pas forcément finalement avec notre regard aussi. Oui, et puis heureusement, en fait, finalement, qu'il peut exister une forme de liberté, même dans un régime peut-être contraint. Et ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas des dépassements, en fait, ou des transgressions, ou d'autres manières de faire. Donc c'est ça qui m'a intéressée. C'est une question hyper humaine, en fait. C'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Et puis ça n'a rien à voir aussi avec la notion de bonheur. C'est une autre notion. Donc c'était pas forcément associé. Et donc toutes ces questions m'intéressaient et c'était aussi intéressant d'essayer d'avoir ces témoignages auprès des femmes qu'on a peu, ou en tout cas à l'époque, on avait peu l'occasion d'entendre ou d'écouter et qui sont pas forcément faciles à avoir. Et c'était ces échanges-là qui m'ont nourri. Et donc là, tu récoltes leurs témoignages face caméra, comment tu fais? Parce que Alors bon, oui. t'es quand même limité, non, en matériel? Oui, alors la moto, il faut la voir, elle était chargée, oui, parce qu'il y a la tente, il y a ce qu'il faut pour la moto, pour la réparer, et puis bah, il y a le matériel de tournage. Et c'est vrai que je pars avec des choses très simples. Je partais avec une GoPro, une petite caméra de poing, et Hmm. il fallait que ce soit simple, facile à mettre en place, que même ce soit aussi pris par ces personnes que je rencontrais parce que c'est un partage et que je viens pas là avec ma caméra directement. Il faut du temps aussi beaucoup. Certaines personnes, ça va être facile de partager ou d'être à l'aise avec une caméra, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis après, il y a la langue. Donc il faut à la fois prendre du temps, s'installer, se présenter, expliquer son projet, que les gens soient d'accord, qu'ils en aient envie, qu'on prenne un moment privilégié, qu'il n'y ait pas d'impact négatif aussi par la suite. Parce que suivant les endroits, parler de liberté, c'est pas toujours évident. Ça peut être considéré comme une critique du gouvernement. Donc il faut être sûr que la personne soit à l'aise, en fait, avec ce mot. Il faut être sûr on parle bien du même mot. Donc quand on a des traducteurs, être bien sûr que à la fois le traducteur ait bien compris ce que je voulais dire par liberté et en même temps qu'il soit pas négatif ou malveillant. Enfin, pas forcément malveillant, c'est pas le bon terme, mais tout le monde soit confortable et à l'aise. Moi, je pars, en fait, je fais que passer. Mais le traducteur, c'est souvent peut-être un cousin, un voisin ou quelque part. Et sur certaines femmes, voilà, il y a des moments, bah, ça servait à rien de poser un interview, en fait. C'est pas grave. Et puis, on s'en remet. Mais il vaut mieux que la personne, elle soit bien et qu'on passe un bon moment. Je force personne à parler ou à aborder ce sujet-là. Mais de temps en temps, il me faudra beaucoup de temps, plusieurs jours, parce que j'entame cette conversation sur la liberté. Et là, la moto m'aide énormément aussi à aborder cette thématique, parce que la moto, c'est clair, c'est un énorme symbole de liberté. Je peux dire, voilà, la moto, c'est ça la liberté pour moi, je peux aller où je veux. C'est très basique et concret. Mais de là, on peut tisser une conversation autour de la liberté. Parce qu'évidemment, souvent, la personne va dire, ah ben oui, moi aussi, la liberté, c'est ça. Et après, plus tard, peut-être justement hors caméra, donc ça, ce sera comme ça, on peut débattre et discuter de cette thématique de liberté qui est très 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 complexe. Hein. Si là je te pose la question, c'est quoi la liberté? Sur le coup, on se dit, oh, Oui, ah oui. là là, Oula. le bac de philo, c'était il y a un moment quand même. Et puis dedans, c'est vraiment ces deux questions. C'est quoi la liberté? Puis qu'est-ce que c'est un moment de liberté pour moi? Qu'est-ce que c'est le dernier moment où je me suis sentie libre? D'ailleurs, bon, la liberté pour toi, ce serait de pouvoir, je fais le lien avec ta moto, pouvoir partir en tant que femme, seule, à moto, finalement? Oui, ce serait une forme de liberté, oui. Toi, tu te sens libre quand tu fais ce genre de voyage, par exemple? Je m'autorise cette liberté, oui, je la prends. C'est une liberté. Tout le monde s'autorise pas à le faire. Et je me sens libre quand je conduis une moto. Parce que je sais maintenant aussi que j'ai la capacité d'aller où je veux avec une moto si j'en ai envie. Parce que j'ai beaucoup roulé, parce que j'ai roulé n'importe où. Ouais. J'ai roulé dans n'importe quelles conditions. J'ai roulé seule. Donc aussi, je sais, et ça protège pas. Hein, si je repars, ça me protégera pas, mais j'ai fait face à des situations qui n'étaient pas toujours évidentes, surtout en tant que femme seule, et ça, qu'on soit à moto, à vélo ou à pied, on peut rencontrer ce genre de difficultés. Mais comme j'ai aussi eu des difficultés de route, ou d'être paumée, ou d'être... À certains moments, bah, c'est magnifique d'être seule, mais il faut quand même avoir un univers intérieur fort pour combler à certains moments la solitude, et puis de se redonner du courage pour repartir. Donc j'ai tout ça en moi grâce à ces voyages-là. Et ça m'accompagne à chaque fois que je conduis.
Et il y avait, c'était une question aussi j'allais dire une question qui me questionnait, mais ça fait très bizarre. J'avais quelque chose qui m'intriguait aussi pas mal, c'est vraiment le voyage solo, déjà de une, mais aussi quand on est une femme, on peut tellement avoir d'appréhension de partir comme ça seule. J'imagine que toi, tu as dû en entendre des choses quand toi tu te dis que tu pars seule justement. Peut-être que tu avais aussi des appréhensions toi avant de partir toute seule justement avec tout ce qu'on entend, toutes les personnes qui parlent. Ce qui est étrange, c'est que au moment où moi je suis partie, en fait, je me suis pas posé ces questions-là. Je voulais partir et je suis partie. Sauf qu'en fait, toutes ces questions-là, tout ce poids que les gens t'ont dit, mais tu vas te faire agresser, tu vas te faire violer, t'es toute seule, c'est dangereux, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis qu'on te dit depuis que t'es petite, hein, en fait, c'est pas juste avant de voyager, en fait, en tant que femme, tu vis dans une société où on te dit toujours, tu es une femme, tu peux pas faire ça et ça, tu peux pas te balader seule, c'est dangereux, la manière dont tu vas t'habiller, c'est un danger. Être une femme, c'est un danger. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Et donc, en fait, au moment où je pars, je prends pas conscience du tout de ça, parce que j'ai qu'une obsession, c'est que je veux partir. Sauf que, au bout d'un moment, parce que le voyage se passe pas exactement comme je l'avais rêvé, je me retrouve à camper, j'ai pas de fric, donc je campe vraiment dans des trucs mais sordides, et je sais pas où aller. Et là, tout ça commence à me revenir à la surface, en fait. Parce que, où est-ce que je dors, comment je fais pour parler aux gens, et puis ça revient, ça remonte. Avec ce danger-là, cette trouille, cette parano, et ce qui n'était pas du tout je m'étais pas posé cette question-là parce que je sais pas pourquoi, hein, parce que j'avais jamais voyagé seule, hein, probablement. Là, ça m'est venu et ça a commencé à me faire peur. Et j'ai commencé à être très stressée de où est-ce que je pouvais dormir, comment, parce que je me sentais pas en sécurité. Je me suis pas sentie en sécurité parce que ça m'est arrivé de me faire réveiller par des flics, parce que je campais pas au bon endroit, parce que je voyais des motos qui pouvaient me tourner autour de la tente, parce que j'ai beaucoup de raisons en fait d'être stressée. Évidemment. Jusqu'à un point où en fait ça m'est arrivé aussi un jour d'avoir quelqu'un qui vient et que j'avais rencontré plus tôt dans la journée, mais qui voulait vraiment être dans ma tente et partager un moment avec moi dans la tente à 4 heures du mat, avec des amis qui étaient bourrés, et il y a plusieurs histoires comme ça où il y a des sollicitations masculines et j'ai une forme de vulnérabilité. Alors après, il faut jamais le montrer. Donc c'est tout l'enjeu de la négociation et d'être très ferme et puis d'avoir un peu de chance aussi, quand même. Mais j'ai l'impression. et de la chance et en même temps, voilà, tout ça c'est construit. J'ai commencé à apprendre à trouver des techniques. En fait, toutes les techniques qu'on utilise en tant que femme dans la vie quotidienne, du genre, bah oui, si je rentre tard, je me mets dos au mur, je marche au milieu de la route, je vais dans des ruelles éclairées, je mets des écouteurs mais je mets pas de musique parce que comme ça, je peux entendre quand même ce qui se passe. Et puis les gens, ils pensent que je suis occupée ou je te regarde pas dans les yeux. Enfin, on a des techniques. Et bien là, on les développe beaucoup aussi. De stratagèmes, je dirais. Oui, c'est des stratagèmes qui vont faire qu'on va se protéger. Et puis on est beaucoup dans l'observation de comment est-ce que les hommes, les femmes se comportent entre eux. Et ce qui veut pas dire qu'en plus les hommes sont tous dangereux, parce que c'est complètement faux aussi. Les gens, je dirais, il y a très peu de... Finalement, je suis partie presque 2 ans, si on met bout à bout mon voyage. Enfin, mes voyages à moto, j'ai très peu d'histoires négatives. Les gens sont beaucoup plus aidants, prêts à aider, et dès qu'on demande de l'aide, ils sont là. Donc ce serait faux de dire que c'est dangereux. Mais il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte, c'est aussi que une femme qui voyage seule, dans beaucoup d'endroits, c'est considéré comme une femme qui a envie d'opportunité et qui a une forme de liberté sexuelle, donc à qui c'est pas un problème de demander des faveurs. Et puis en plus, surtout si on vient de France, voilà, il y a le Moulin Rouge, on a quand même un bagage de liberté sexuelle, voilà, qui frise, c'est... Non mais, il faut pas l'ignorer. Okay, j'avais pas pensé à ça. Il faut pas l'ignorer, en fait, et il faut pas se dire... c'est vrai. Il y a des mecs, ils ont pas de petite amie, ils vont se marier, ou ils vont voir des prostituées. Leur vie sexuelle, ils ont pas de... Il y en a pas, quoi. Donc, tout ce qu'ils vont avoir de l'imaginaire des femmes vient de la pornographie. Donc, une femme blanche qui vient de France, en plus avec une grosse moto, elle vient camper à côté de chez toi, ça c'est un monte appel. Dans le cerveau, c'est un appel. Mais pourquoi elle dit non? Donc il faut l'accepter, c'est chiant et c'est injuste et on devrait pouvoir camper où on veut, mais il faut le prendre en compte. Donc du coup, suite à ça, j'allais beaucoup plus voir des femmes,
Enfin, j'essayais de rechercher des endroits où il y avait des enfants, des femmes, et de dire, voilà, est-ce que je peux camper à côté? Je m'invitais pas chez eux, mais d'être pas loin, et là, d'être dans une forme de sécurité. Et donc, avant la nuit, avant que la nuit tombe, c'est trouver un endroit où est-ce que je peux me mettre, où il y aurait des enfants, où est-ce que... Et plutôt que dans certains endroits, enfin, ça dépend aussi, pareil, des pays, mais des pays comme la Mongolie, on peut camper où on veut, au Chili, il n'y a pas de problème. Puis d'autres, bon, bah là, ça vaut un peu plus le coup quand même de demander à être près d'une famille. Voilà. Ouais, je comprends. Mais je voudrais quand Ah même oui. dire que c'est une richesse, en fait, d'être une femme seule. Et c'est une opportunité. Mais une vraie opportunité. Parce que ça donne l'accès à un monde auquel les hommes n'ont pas accès, dans beaucoup d'endroits. Et c'est une chance. Donc ça peut être vu comme quelque chose qui est plus dur. Mais en fin de compte, pour moi, je le vois comme une chance. Ok. Et donc, tous ces voyages-là t'ont permis de créer ce documentaire en particulier sur la liberté au sens large, mais en gros, c'est ça. Bah, tous ces voyages, oui, ça m'a permis de faire cette série documentaire, en tout cas. Ok. Et ouais. Et comment te vient après l'idée des expéditions? T'en parlais vraiment dans ta présentation, de créer des expéditions, etc. Comment ça te vient par rapport à tes voyages finalement? Quel est le fil rouge? Le fil rouge, ça a été vraiment cette notion de liberté, parce C'est que, parti de en là. fait, il y a plusieurs Vas-y. choses. Je pense que le vrai fil rouge, c'était la question de témoignage. Quand je suis revenue de mon premier voyage, j'étais partie seule, j'étais revenue, et j'étais partie avec une 125. Pour beaucoup de gens, c'était quelque chose d'assez unique. À l'époque, on était en 2010, Ouais. et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui roulaient encore, qui faisaient des longs voyages à moto. Enfin, en tout cas, c'était pas médiatisé comme ça l'est maintenant. Et du coup, il y avait ce côté-là de montrer que c'était possible. Et c'était pas forcément que j'avais envie de parler de moi, mais j'avais envie de dire, on peut le faire si on en a envie. Et il faut pas se donner de barrières. Et je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de gens avaient peur et s'interdisaient de faire des choses. Et je pense que c'était ça ma première motivation. De dire c'est faisable en fait. Pas forcément facile, mais possible. Et après, chacun à son échelle fait ses propres envies. Tout le monde n'est pas obligé de faire un tour du monde à moto. Mais on a tous des rêves ou des envies. Et en le faisant et en montrant que c'était possible, j'avais envie de dire faites-le. Et en allant dans des pays qu'on connaissait peu ou pas, c'était aussi un moyen d'aller un peu plus loin dans cette démarche, de dire oui, on peut aller dans ces endroits-là, on peut y aller en tant que femme seule, il y a des gens qui vivent. C'est compliqué parce que je pense que aussi en voyageant, ça nous oblige à prendre de la distance avec notre propre vie et à s'apercevoir que l'autre, qui nous fait souvent hyper peur, est comme nous. Et à relativiser sur ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend, ce qui est très oppressant, ce qui est très anxiogène, sur cet autre ou cet extérieur, cet étranger qui est et dont on a une petite vue qui est pas forcément fausse, mais qui est hyper étroite comme vision. Et de là est partie l'envie de montrer justement ces autres pays de manière un petit peu plus un autre regard, qui reste le mien évidemment, et ça reste mon voyage, parce que les gens qui voyageront auront d'autres voyages, parce qu'ils voyagent différemment et ils font d'autres rencontres, mais c'était une invitation à essayer en tout cas de tenter d'aller vers l'autre. Donc c'est des expéditions sur l'adaptation humaine. Ah Alors non, ça c'est les autres expéditions. Les autres expéditions scientifiques sur lesquelles je travaille, sur l'adaptation humaine. Donc ça c'est... En fait, oui, ok, il y a deux types finalement d'expéditions. Ok, c'est ça. vas-y. Il y a les aventures à moto, et donc là il y avait cette série documentaire qui était vraiment aventure moto, on va dans un pays, on se pose des questions, comment ça se passe. Ça c'était plutôt sur moi qui conduisais cette expédition toute seule, à moto. Ouais. Et là sur les autres expéditions sur lesquelles je travaille dernièrement, donc Deep Time et Deep Climate. Deep Time, on a mis 15 personnes sans notion temporelle dans une grotte en Ariège pendant 40 jours. Et Deep Climate, où on a mis 20 personnes dans 3 climats extrêmes différents, la Guyane, la Laponie et l'Arabie Saoudite, pendant à chaque fois une quarantaine de jours. Et donc dans ces deux expéditions, je suis, on va dire, co-organisatrice, nous sommes 3, Christian Clot reste l'initiateur et le leader de ces expéditions, on étudie l'adaptation humaine. Donc là, on les monitore vraiment avant, un peu pendant et après, et on étudie en fait les mécanismes d'adaptation chez l'humain. Donc en étudiant les IRM, le cerveau par des IRM, la physiologie, la biologie, le comportement aussi éthologique, psychologique, le groupe, comment il
ils vont se mettre à travailler ensemble ou pas, comment ils collaborent. Et donc tout ça, on étudie depuis maintenant presque 3 ans, comment les humains vont s'adaptent. Voilà. Comment t'es arrivé dans ce genre de projet finalement? Ah. Christian Claude est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et avec qui on collabore. Et puis lui-même fait ses propres expéditions. Je travaillais sur ses expéditions et lui il m'a beaucoup aidé sur les miennes. Et donc c'est vraiment une passion, une curiosité, de l'humain en fait, de nous-mêmes. Ouais. Oui, t'as pas forcément fait des études de psycho avant qui font que ce genre d'expérience sociale te donnait envie ou quoi. C'est vraiment genre plus une passion quoi. Oui, c'est une vraie passion et ça m'a, voilà, je suis arrivée comme ça par une autre porte. Mais peut-être que tu pourrais nous parler de Deep Climate ou Deep Time. Ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus si tu nous racontes davantage, on va dire, en détail. Alors ce sont des expéditions qu'on a essayé de monter, sur lesquelles on travaille depuis presque 7 ans avec Christian. Ah ouais, oh là là. Ouais, et Christian au départ est parti tout seul faire tester en fait le modèle de partir. Au départ c'était 4 milieux extrêmes, sans moyen de communication, pour vraiment tester les limites de l'humain. Bon, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce que la géopolitique a changé, le Covid, donc on s'est retrouvé avec 3 milieux différents et des lieux différents aussi. Et là, avec des moyens quand même de communication pour pouvoir faire des évacuations, parce que les partenaires n'étaient pas forcément d'accord avec cette notion-là, mais avec quand même toujours l'idée de mieux comprendre comment en fait l'humain est capable de s'adapter, quelles sont les étapes en fait qu'un humain traverse quand il doit vivre dans une nouvelle situation. Et le fait de les avoir emmenés dans des milieux extrêmes ou différents, ça permettait de créer une forme d'accélérateur en fait de sensations. Et chose qu'on pourrait vivre sur une plus grande continuité dans la vie, là, le fait de les mettre à moins 30 ou avec un 100% d'humidité en Amazonie ou à plus 40, 45 en Arabie, pendant les incuber, ça crée quelque chose en les mettant comme ça 24 heures sur 24 et on peut observer différentes phases sur leur comment est-ce qu'ils se sont adaptés ou pas, ou mieux, ou moins bien, suivant les milieux. Et donc vraiment dans cette idée de comprendre donc quelles sont les étapes, et puis peut-être justement aider à aller plus vite dans cette forme d'adaptation, d'acceptation en fait de la nouvelle situation. Et pour ça on étudie donc l'humain vraiment sur tous les côtés en fait, à l'intérieur, à l'extérieur, en groupe, pour essayer de trouver des marqueurs suivant les domaines, de voir sur quelle mesure en fait on pourrait voir peut-être à quel moment un humain est adapté ou pas adapté. Ce qui serait comme un peu un test d'alcoolémie, mais permettrait de voir où un humain, où est-ce qu'on en est dans notre adaptation, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, et comment faire pour aller vers un moment où on peut aller mieux. Des fois, ça prend des années. Hein. Ouais, c'est clair. C'est pas des choses qui sont toujours rapides, sachant que nous, on part du constat que les humains vont devoir faire face à de plus en plus de crises ou de choses de changement, parce que on l'a vu avec le Covid, que ce soit la technologie, que ce soit l'environnement, ou que ce soit nos vies personnelles à nous, en fait, tout ça s'accélère et nous demande, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'efforts pour nous adapter. Des choses qui prenaient peut-être un peu plus longtemps avant, ça n'empêchait pas des crises ou des guerres ou quoi que ce soit, mais là, il y a une multiplication. Et donc, la réflexion était... ce que nous, on a surtout vu, c'est qu'il y avait très très peu de choses qui étaient faites sur l'humain en conditions réelles. Certaines choses étaient faites en laboratoire, et c'est très important que ce soit fait en laboratoire, mais peu de choses étaient étudiées sur des humains en conditions réelles. Et souvent sur des humains, mais après un événement, et pas forcément avant. Donc beaucoup sur du souvenir ou du post. Et donc là, l'avantage, c'est que vraiment, on peut avoir un état basal et de voir la transformation. Et une transformation, est-ce qu'elle reste sur du long terme ou est-ce qu'elle reste pas sur du long terme? Donc c'est tout ça qu'on étudie, mais c'est vraiment c'est une petite pierre de fourmi et des observations. Et puis ça, c'est clair. voilà, et ça contribue à d'autres chercheurs. Donc il y a une trentaine de chercheurs qui collaborent avec nous, sur lequel qui ont chacun leur domaine très spécifique et qui, nous, on leur donne des informations, des datas sur nos expéditions sur lesquelles ils vont travailler.
et qui vont corréler à d'autres choses, puisque c'est leur cœur de domaine. Ça peut être la chronobio, ça peut être le sommeil, ça peut être la posturologie ou les neurones du cerveau. Je sais pas quoi d'autre encore. Et donc chacun, on essaie de les faire travailler ensemble pour qu'ils aient aussi les autres données qui permettent aussi d'enrichir en fait leur vue sur les datas qu'ils récoltent, parce qu'on a tous des biais, et donc d'avoir une vue d'ensemble. Donc du coup, on récolte énormément de données scientifiques très très différentes, très vastes et très larges, et on essaie de croiser toutes ces informations pour trouver ces marqueurs. Et est-ce que, je sais pas moi, ça a vocation peut-être, genre de faire un film ou quelque chose, ce genre d'expérience, parce que ça doit être dingue aussi à observer quand même. Bah là, oui, il y a des films qui sont en cours. Donc là, je suis en ce moment en train de dérocher pour Deep Climate, parce que eux-mêmes se filmaient pendant l'expérience. Ah ok, donc c'est Donc ça reste un peu amateur dans c'est un sens, super. et en même temps très vrai, quoi. Bah oui, Ça... c'est limite encore mieux je trouve pour ce genre d'expérience. c'est authentique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est génial. Parce qu'ils avaient chacun des tâches dans l'expérience, comme attitrées avec des responsabilités, qui sont pas forcément leurs responsabilités de vie, sauf pour le Mhm. médecin, parce qu'on est quand même sur des unités où il fallait garantir une forme de sécurité. Donc Ah on oui. avait un médecin et une infirmière dont c'était la spécialité dans la vraie vie. Mais à côté, des gens qui prenaient la météo, qui s'occupaient de la science et de faire passer tous les protocoles scientifiques. D'autres c'était l'énergie, d'autres c'était l'eau, d'autres c'était les caméras, les photos, la com, ce genre de choses. Ok, donc là Donc c'était une... t'as dit que ça a duré à peu près 40 jours à chaque fois l'expérience. à chaque fois, ouais. Ouais, ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur ce projet-là, ou est-ce que tu as envie peut-être qu'on parle d'autre chose ou... Ben, ce que je dirais, c'est que quand même, ce qui est positif dans cette Ah oui, expérience-là, c'est vrai, c'est on n'a que pas... c'est que ces personnes, enfin, elles ont vécu des situations qu'elles avaient, sur lesquelles c'est pas leur vie, quoi, d'aller en Patagonie, faire de la machette au fin fond de la Guyane, Ouais. ou je sais pas quoi, tirer des chariots, mais que ils en sont arrivés au bout, indemnes, en bonne santé, et qu'ils ont réussi à travailler et à collaborer ensemble, même si c'était des personnes qui au départ ne se seraient jamais rencontrées. Mm. Et qui ont appris que c'était pas grave de pas forcément, on n'était pas obligé de devenir les meilleurs amis du monde ou de s'aimer pour travailler ensemble et arriver au bout d'une mission ensemble. Et je pense que c'est ce qui était le plus fort dans ce qu'on a pu voir, parce que on peut pas s'entendre avec tout le monde, et surtout sur 20 personnes, Mm. mais qu'ils ont su, surtout dans les moments de crise ou les moments où c'était difficile, se mettre ensemble et avancer et aller au-delà et arriver jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est quand même chouette de se dire ça. Ah oui, complètement. Ah, c'est vrai. Même voilà, dans des conditions pas simples. Et ils y sont arrivés, quoi. Donc moi, je suis contente de ça. C'est une forme de réussite. Tu sais, au départ, on a peur, hein. Oui, C'est c'est quand vrai. même hyper effrayant Mm. en tant qu'organisateur de se dire, on essaie de leur donner tous les outils au départ oui, quand tu vois un serpent, quand tu vois un scorpion, si tu fais comme ça, enfin, c'est pas moi qui le faisais, hein, ils avaient des formations par des spécialistes, heureusement. Mais ça fait un petit peu, oui, on se sent un peu responsable, et on a envie qu'ils arrivent tous en vie, en un seul morceau à la fin. Et pourtant, ils ont vécu des fois, c'était pas simple de vivre. Je pense que le plus dur pour eux, ça a été le chaud sec. Ah ouais, ok. Ouais. Ils se sont retrouvés, c'était compliqué en termes d'horaire, parce qu'en Arabie, il fait très très chaud. C'était en Arabie Saoudite, dans un désert, et ils se levaient vers 4 heures du mat pour être au frais. Mm. Ils marchaient, ils démontaient, et donc ils marchaient jusqu'à 9h30, 10h du matin. Ensuite, ils s'arrêtaient, ils mettaient des tarpes pour se protéger. Et vers 5h de l'après-midi, ils repartaient pour remarcher à nouveau jusqu'à 19h, et ils s'arrêtaient pour la nuit. Donc ça faisait des nuits à la fois hyper courtes et des très longues périodes où ils étaient sous des tarpes ensemble. Et c'est long, passer 7 heures allongés, Dit quand comme il ça, fait très oui. chaud, avec là à côté de gens que c'était pas tes meilleurs potes. Oui, c'est ça. Mm. Et peut-être même si c'était tes meilleurs potes, tu voudrais pas. Et voilà, et il faut quand même faire un petit peu de science au milieu, et puis il faut avancer, et les nuits sont courtes, donc Waouh. c'était quand même intense. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, bah, on a hâte de voir en image ce que ça donne alors. Ouais, moi aussi. Et est-ce que tu penses qu'on a fait le tour finalement des voyages en moto,
de tes projets, ou est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre sujet qui te tient à cœur? Non, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Voilà, j'espère que ça répond Ah, bien au sûr. podcast. C'est vrai qu'on est parti un peu dans tous les Non, sens. on est resté quand même sur tous les points qu'on s'était dit. Sur le Ouais, ouais. voyage. Ça va. Ben, écoute, dans ce cas, on arrive à la fin de notre échange. Ça m'a Ok. fait super plaisir d'échanger avec toi, d'en apprendre plus sur ton parcours de voyageur et puis sur tous ces projets finalement que tes voyages t'ont inspiré. J'aimerais beaucoup juste que tu nous dises un petit peu ce que ça t'a apporté, toi, ces voyages-là, sur le plan personnel aussi, parce que finalement, là, on a vraiment développé le pro. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, ce genre de voyage? Qu'est-ce que ça a nourri chez toi, finalement? Je crois que personnellement, le voyage, ça m'a donné un peu plus de patience, de recul, d'humilité aussi. Et d'être, comment dire, de pas se présupposer de qui est quelqu'un et de ce que va penser quelqu'un. Pour avoir posé beaucoup la question de la liberté, j'ai eu vraiment des réponses très très étonnantes de gens très différents. Et ça, justement, ça m'a appris ça. À la fois accepter que tout le monde avait un avis et pas forcément le même Mmh. avis que moi. Euh, et que ça valait le coup de poser la question aussi. Parce que souvent, on n'ose pas pour plein de raisons. Mais que poser la question, ça permet de justement pas se faire d'idées préconçues des choses. On s'imagine beaucoup de choses dans nos têtes parce qu'on a notre culture et nos biais et notre imaginaire et donc on peut rester très vite là-dedans. Et je crois que le fait de voyager, de se confronter et puis ensuite de poser une question, de dire bah oui, pourquoi tu fais ça, même si elle peut avoir l'air hyper bête comme question, et ben justement ça permet de s'apercevoir que ça peut être très différent la vie. Et je suis pas toujours bonne à ça. Je regarde beaucoup et là, ces voyages-là m'ont appris à poser plus de questions et à oser poser ces questions-là. Il faut un bon dosage de tout. Il faut des fois se taire et à des fois observer et puis des fois faut oser poser des questions. Et je crois que ça m'a appris ça. C'est trop riche hein, ce que ça m'a appris. Ouais, c'est clair. Je serais pas là. On ne sait pas où ça nous mène un voyage. Je pense que c'est surtout ça mais il faut voyager. Enfin, je sais pas. Comme j'ai dit, après c'est addictif, on s'arrête pas, c'est Mais embêtant. c'est une bonne addiction quand même. Mais c'est génial, un voyage, ouais. En fait, on sait jamais où ça va nous emmener à la fin. Non, c'est vrai. Toi, t'es où? T'es au Québec Ouais, maintenant. pour l'instant. Pour l'instant, voilà, pour l'instant. Parce que Mais après, ouais, c'est ça. Ça me donne envie déjà ça a de amené, retenter ailleurs. Une autre aventure comme ça d'immigration, mais je ne sais pas où. Mm. mais ça a amené au podcast et puis ça t'amène à rencontrer d'autres gens et ainsi de suite. Mhm. Enfin, qui vont peut-être te donner envie d'aller dans d'autres endroits. Ah Et oui, puis ça eux, ils c'est écoutent ton podcast et puis on va avoir envie d'aller d'autres. Ah non, c'est sans fin. ah, c'est sans fin. Ouais, j'ai envie d'aller à chaque fois dans la destination de la personne avec qui j'ai échangé dans le podcast, tu vois. Donc là, ça fait à peu près le monde entier, ma liste. Et écoute, j'aimerais beaucoup t'inviter à conclure cet échange en encourageant, on va repartir sur un peu le sujet de départ sur encourager des femmes qui ont envie de partir en voyage solo mais qui n'osent pas. Je crois qu'il faut s'écouter beaucoup. Euh, En fait, c'est toujours le premier pas le plus dur. Oui, mais Je ça, pense que c'est ouais, ça. toujours. C'est une fois qu'on a fait ce premier pas, les choses, elles sont, on va dire, elles se simplifient. Mais le conseil que j'aurais à donner, c'est faire confiance à son instinct et on n'est pas obligé d'être poli avec tout le monde. Et que c'est ce dosage qui est un peu compliqué entre, il faut être à la fois confiant, ne pas avoir peur, Mm. et en même temps être sur ses gardes et écouter son instinct, sa petite voix qui dit là, c'est pas le bon endroit et je me sens pas bien et il faut pas y aller. Et plus on voyage et plus on affine cet Mm. instinct-là, mais toujours se faire confiance sur son ressenti. Je pense qu'il y a personne d'autre qui se connaît mieux soi-même que soi-même. Donc, mais si c'est ce qu'on a envie de faire, il faut le faire, il faut oser. Il n'y a pas de raison de pas réussir et en fait, enfin, réussir, c'est faire ce premier pas.
Et on n'a pas obligé d'avoir des objectifs de fou. Et on n'est pas obligé de commencer par des objectifs de fou. C'est ça. On peut déjà se faire plaisir en faisant une petite chose. Et puis, en fait, parce qu'on aura fait ce dépassement-là, ça va nous donner la force de faire un deuxième dépassement et un troisième, et ainsi de suite. Parce que c'est de l'entraînement, en fait, ce dépassement de peur. Et qu'une fois qu'on a commencé à le faire, on a un peu plus de force pour faire le second. Et peut-être trouver des gens qui... C'est pas grave si on fait pas plaisir à sa mère. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous veulent beaucoup de bien autour de nous, qui nous aiment. Et de temps en temps, il faut accepter de pas les écouter complètement. Ouais. Et de se donner cette liberté-là, comme on leur donnera de la liberté à eux. Donc, pour partir, partez. Est-ce qu'il y aura un pays que tu conseillerais peut-être c'est pour commencer, pour se mettre en jambe, on va dire? Pour se mettre en jambe, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, en tout cas, si on veut partir à moto en France, on peut partir dans plein d'endroits géniaux. Ça peut commencer juste par un voyage en France, hein, c'est vrai. Et on peut commencer déjà pas loin de chez soi, dans les Pyrénées, dans les Alpes, en Auvergne, en Bretagne, ou au Québec, ça dépend où on est. Hein. Mais on peut déjà commencer autour de chez soi. Et on peut déjà se faire des super aventures à pied, à vélo, à moto, avec un bivouac, enfin, déjà. Et après, si on veut partir, et après ça dépend des moyens qu'on a, je sais pas, qu'est-ce qui est... Le Vietnam. Ok. En backpacker Vietnam, c'est très bien. Je dirais que c'est beau, on mange bien. Très important. Je pense que c'est assez sécurisant. Voilà. Ça pourrait être une première belle expérience alors. Et c'est pas trop cher aussi. Faut payer le billet d'avion, mais sur place, c'est quand même bon marché. On peut... Voilà. Si on n'a pas beaucoup d'argent au départ. Et qu'on veut partir loin. Écoute, merci beaucoup. Puis je te dis à très bientôt. Oui, très bien. À bientôt. Et puis bonne suite. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.